Bonjour à toutes et à tous. Olivier, tiens-toi prêt. Donc, bonjour à tous les anciens et à tous les jeunes étudiants qui nous écoutent et à tous ceux qui écouteront aussi plus tard ce témoignage au cœur du réseau que j'ai le plaisir d'inaugurer avec vous. Donc, c'est l'association Pur Pain Alumni qui a cette initiative de faire témoigner parmi nous des gens qui ont une expérience marquante qui pourra permettre d'échanger et aussi pour, nous l'espérons, créer de la mise en relation grâce à ce nouveau rendez-vous que nous voulons mensuel. Alors, pendant cette intervention d'Olivier Dauvert qui va suivre, n'hésitez pas à peut-être consolider des questions ou des réflexions. On pense qu'on ne pourra peut-être pas répondre à tout ça en direct parce qu'on veut maîtriser le temps et vous libérer à 14 heures. Mais par contre, on fera un florilège de tout ça pour que justement les échanges se poursuivent. Et on propose aussi que les contacts soient mutualisés entre tous les participants. Si vous ne voulez pas que votre contact soit diffusé, éventuellement sur le chat aussi, vous nous le dites. Voilà. Donc, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Olivier Dauvert qui va nous parler de son expérience et expertise de la consommation et de la distribution. Et je lui laisse la parole. Je lui demande de tenir 25 minutes pour qu'on puisse faire un petit bouclage avec vous. Et voilà. À très bientôt. Si vous avez quelques questions, ça sera à la fin. Il pourra répondre à une ou deux de vos questions. À bientôt. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Je pense que normalement la presse est arrivée. Mathieu, tu me confirmes? Oui, je te le confirme. Ok, super. Bon, bonjour à tous. Donc, en général, quand je commence à me présenter, je dis que je suis pur pané, donc ça ne sert strictement à rien. Donc, j'ai comme expérience depuis une trentaine d'années que j'ai quitté Purpan d'avoir dirigé deux revues spécialisées sur la grande distribution, une qui s'appelle Linéaire et l'autre qui s'appelle Rayon Boisson, et d'avoir créé depuis 20 ans une petite boîte d'édition, je tiens beaucoup au terme petit, qui en gros a comme vocation d'être un centre d'expertise sur le commerce et la conso. Alors, on fait du print, c'est-à-dire des ouvrages, on fait des études, donc on est data provider en très mauvais français, on édite des veilles sur le commerce et la conso, j'ai une activité aussi électronique où tout est en libre accès sans exception, une communauté d'à peu près 80 000 abonnés quand on cumule les différents réseaux. En parallèle de quoi je dirige le think tank Agri-Agro des Échos depuis 8 ans. Donc le think tank, c'est un groupe de gens qui sont beaucoup plus intelligents que celui qui les dirige et qui produisent des recommandations tous les ans. C'est notamment dans ce cadre qu'est née, il y a déjà 2 ans, une campagne autour de l'origine, un peu dure parce que c'est du name and shame, mais c'est totalement assumé, qui s'appelle Balance ton origine pour contraindre, j'assume le mot, les industriels et les distributeurs à afficher l'origine des produits, des matières premières, et pas uniquement quand c'est français, parce qu'évidemment, dans ces cas-là, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Alors, tout ça pour vous dire qu'avec Mathieu, pour inaugurer ce rendez-vous, moi, je lui ai proposé comme sujet alors c'est un peu provoque, je l'assume, mais de venir témoigner sur pourquoi tous ceux qui évoquent la fin de la guerre des prix, leur espoir de voir la guerre des prix s'arrêter, sont dans une forme d'utopie douce et que ça n'arrivera pas parce que finalement, la guerre des prix ne peut pas s'arrêter et je vais tenter de vous démontrer pourquoi. Alors, quand on parle de guerre des prix, on parle par exemple de ce que vous avez sur l'écran. On peut parler aussi de quelque chose qui est récent, qui a fait beaucoup de buzz, c'est du porc à 1,69 € les côtes de porc. J'aurais pu vous parler de la fameuse baguette de pain Leclerc à 29 centimes. Bref, il y en a beaucoup. Et je voudrais tenter donc de vous convaincre de cette idée que la guerre des prix ne cessera pas parce qu'elle est consubstantielle de l'époque dans laquelle nous vivons et surtout, c'est la conséquence de tout un tas de mécanismes qui sont à l'œuvre dans la conso et que je vous propose de détailler de manière hyper rapide. D'abord, la conso ne progresse plus. Ça, c'est quelque chose qu'on découvre désormais depuis en gros une dizaine d'années, comparé à tout ce que l'on connaissait sur les décennies précédentes, où le gâteau de la consommation progressait année après année. Ça veut dire que l'appétit des acteurs pouvait être satisfait de manière facile. Désormais, c'est plus difficile, puisqu'encore une fois, le gâteau il ne grossit pas. Si je vous le mets en chiffres, la consommation, et je parle bien de l'ensemble de la consommation, pas que de l'alimentaire, parce qu'il faut regarder tout dans sa globalité. Avant 2008, la progression moyenne de la conso, c'était entre 2 et 3% par an de manière mécanique. Ça veut dire qu'il y avait du vent dans les voiles de tous. La consommation, pendant des décennies, elle a progressé de manière naturelle, de manière automatique, quasiment de manière structurelle.
Et depuis 2008, la moyenne d'évolution de la conso, et je ne mets même pas l'année 2020 dedans, tellement elle a été particulière, on est désormais autour de 0,5% par an. Ça veut dire en gros qu'on est dans une espèce de zéro plus, c'est-à-dire la flatitude positive. Autant vous dire que le gâteau il ne grossit pas vraiment. C'est le premier insight. Le deuxième insight, c'est que dans ce contexte, on continue à ouvrir, à produire des mètres carrés commerciaux. Donc, on continue soit à agrandir des magasins quand ils sont trop petits, il en reste encore, soit tout simplement à créer de nouveaux magasins, alors que je vous rappelle, le gâteau de la conso ne grossit pas. Et enfin, troisième insight, le e-commerce se développe à grande vitesse. On est désormais à un peu plus de 125 milliards d'euros d'affaires, et c'est évidemment des milliards d'euros qui sont extraits du offline pour aller vers le online. Alors que quand la conso globalement ne grossit plus beaucoup, ben ça veut dire en réalité que si on se focalisait sur la consommation offline, on n'est même pas sur une stabilité à peine positive. On est probablement en dessous parce qu'il y a toute cette consommation qui a désormais basculé du offline vers le online. Donc, quand vous mettez ces trois premiers insights côte à côte, allô? Est-ce que ceux qui ont leur micro ouvert pourraient le couper? Et Benoît et Mathieu, pardon, pour le retour d'expérience que tu peux faire pour les fois prochaines, c'est que l'organisateur que vous êtes prenne la main sur tous les micros pour les couper. Tu vois, c'est une bonne chose. Comme on est en train d'apprendre, c'est la première fois. Donc, on a le droit de ne pas être performant. Et je crois qu'on a un petit souci d'administration des… Mais ce n'est pas grave. Mais au moins, effectivement, merci à tous de couper les micros, ça sera super. On est là pour initier quelque chose. De l'intervention. Vas-y, Olivier. Les trois premiers sujets, quand on les met bout à bout, c'est-à-dire 1, le ralentissement de la conso, 2, le e-commerce qui se développe, et 3, l'accroissement de l'offre commerciale, ça produit mécaniquement, même ceux qui n'étaient pas bons en maths doivent le comprendre assez facilement, ça produit une baisse des rendements commerciaux, puisqu'en gros, il n'y a pas beaucoup plus d'euros, il y a une partie qui fuite du offline vers le online, et il y a toujours plus de mètres carrés commerciaux pour les accueillir. Et donc, si je vous mets ça en chiffres, alors pardonnez-moi pour vous mettre un peu de trucs compliqués en apparence, mais en gros, c'est juste pour vous dire que ce que je vous raconte est vrai. Vous avez sur la gauche l'évolution des rendements commerciaux sur 7 ans en hypermarché. Ils sont en baisse de manière ininterrompue. Évidemment, la baisse, elle se cumule. À droite, vous avez les rendements commerciaux en supermarché. Alors, il y a eu un fort rebond en 2020 parce que ce sont les supermarchés qui ont été les grands gagnants de la crise sanitaire. Mais malgré ce rebond de 2020, vous voyez que la moyenne sur 7 ans, elle est négative puisqu'on est à quasiment 2% de baisse. Or, le rendement commercial dans l'activité de distribution, c'est par principe le nerf de la guerre pour le modèle économique. Si votre rendement baisse, votre modèle économique est en danger. Et comment faire en sorte que le rendement baisse? C'est tout simplement en allant se focaliser sur ce qu'on appelle la top line, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, pour tenter que le diviseur soit le plus élevé possible, tout simplement. Et si vous n'êtes pas convaincu par ce que je viens de vous raconter de manière un peu scientifique, c'est la même chose que ça. Il n'y a pas plus à bouffer et ils sont plus nombreux pour vouloir bouffer, donc ils se foutent sur la gueule. Le paysage de la consommation aujourd'hui, c'est ça. C'est une ressource qui ne progresse plus beaucoup, la demande des consommateurs, et c'est à l'inverse une offre qui continue à croître, donc forcément, ils se foutent sur la gueule. Donc, c'est la première raison pour laquelle la guerre des prix elle ne cessera pas, parce que par principe, le prix est le premier déterminant de la performance commerciale. Je vous fais un truc tout bête, mais si je fais moins 50% sur le Ricard demain dans mon magasin, tout le monde va venir et va même traverser la ville, parce que la primauté du prix dans la performance commerciale, elle n'est plus à démontrer, elle est déjà très largement démontrée. Donc, le levier qu'on active quand on est en danger ou quand on n'a pas assez de chiffre d'affaires, c'est le prix. Et comme il l'allume tous au fur et à mesure, ce levier-là devient une espèce de normalité. La deuxième grande explication à cette guerre des prix, dont je vous dis qu'elle ne cessera pas et que vouloir arrêter la guerre est une utopie, c'est ce qu'est le client lui-même, son comportement et sa relation à la consommation. Le mot qui caractérise la consommation aujourd'hui, c'est le mot frustration. Nous sommes, vous êtes, je suis, nous sommes tous des frustrés de la consommation. Alors, ça veut dire quoi, être frustré dans sa consommation? Ça veut dire en gros que tous autant que nous sommes, nous avons deux choses qui nous animent, le pouvoir d'achat, le vouloir d'achat.
Ça, c'est une théorie que j'ai bâtie avec un sociologue décédé depuis qui s'appelait Olivier Gérardon-Vera en 2007. Donc, c'est pour vous dire que ça peut paraître banal aujourd'hui, mais quand on a théorisé ça il y a maintenant 15 ans, c'était beaucoup moins évident. Le pouvoir d'achat en France ne baisse pas. Il n'y a pas de baisse de pouvoir d'achat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des malheureux, il suffit de faire 3 pas dans la rue et vous allez en trouver, moi aussi. Mais quand on accepte de regarder les choses froidement, y compris dans son indicateur le plus pessimiste, qui est le pouvoir d'achat par unité de consommation, c'est-à-dire qui intègre notamment la taille des foyers, eh bien, il n'y a pas de baisse de pouvoir d'achat, il y a juste plus de hausse de pouvoir d'achat, alors que là aussi, les générations précédentes avaient connu mécaniquement un accroissement permanent de leur pouvoir d'achat. Par contre, dans le même temps qu'il n'y a pas de baisse de pouvoir d'achat, il y a une explosion du vouloir d'achat, ce qui revient à considérer que l'écart entre les deux génère un sentiment d'appauvrissement ou une frustration dans sa consommation. Et là, vous mettez hashtag gilet jaune, ça fonctionne plein tube. C'est exactement ça. Le sous-jacent sociologique de cette espèce de récrimination sociale face à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui en France, ce n'est pas un problème de pouvoir d'achat. Même aujourd'hui, avec les sujets sur l'essence, par exemple, l'année 2020 a par exemple été une très bonne année, 2021 aussi, en termes de pouvoir d'achat. Mais par contre, le problème, c'est que le mec qui est au SMIC, je vais caricaturer volontairement, le mec qui est au SMIC et qui se dit que la vie est dure parce qu'il ne peut pas amener ses enfants au ski l'hiver, il n'y a personne pour lui expliquer que c'est probablement normal. Alors, n'y voyez pas de la condescendance en le disant comme ça. C'est parce que vu le temps que l'on a pour l'évoquer, je suis contraint d'aller droit au but. Mais nous n'acceptons plus notre condition. Et donc, on regarde toujours la condition supérieure en se disant pourquoi je n'y ai pas droit moi aussi. Et donc, ça génère de la frustration. C'est le premier socle de cette réflexion autour du client qui est très socio. Maintenant, je me rapproche petit à petit de la conso, c'est-à-dire je vais passer de la socio à la conso, mais toujours avec cette même grille de lecture. La frustration, ça induit le fait que tout est concurrent de tout. Je m'explique. Si ce soir, en rentrant chez moi, j'ai 10 € dans ma poche et que je veux faire plaisir à ma chérie avec ces 10 €, mon unité de besoin, pour parler vraiment en termes de sociologie de la conso, c'est je veux faire plaisir à ma chérie. Je vais peut-être me dire, je reviens avec un bouquet de fleurs, je l'invite au ciné ou j'arrive avec une bouteille de vin pour un apéro à 2. Comme je n'ai qu'une fois 10 € à mettre, parce que mon problème, c'est que ma ressource n'est pas extensible. Elle ne diminue plus, mais elle ne progresse pas non plus. Donc, j'ai 10 €. Je vais mettre en concurrence 3 marchés qui n'ont en apparence rien à voir l'un avec l'autre. Il y aura un marché de services, le ciné, il y aura 2 marchés de produits, mais qui eux-mêmes entre eux n'ont rien à voir puisqu'il y a un fleuriste et un caviste. Et pourtant, je n'irai que chez l'un des 3 et non pas chez les 3. Ce qui va m'animer, ce n'est pas le prix, c'est la valeur. La différence entre le prix et la valeur étant que quand les produits sont strictement comparables, comme un pot de Nutella, ce qui crée la valeur d'une offre, c'est son prix, puisqu'évidemment, le Nutella chez Carrefour et chez Leclerc sera le même. Mais dès lors que ce n'est pas exactement la même chose, ce qui va déterminer sa valeur, c'est son prix, bien sûr, et tout ce qu'il y a autour du prix. Prenons un exemple ici. Le bouquet de fleurs, par exemple, vaut 8 €. Donc, je peux me le payer puisque j'ai 10. Il est même moins cher que ce que j'ai. La bouteille de vin, dans mon exemple, admettons qu'elle vaille 10 €. Elle est donc 2 € plus chère que le bouquet de fleurs. Par contre, je sais que quand la soirée démarre par une bouteille de vin, elle démarre par une bouteille de vin et elle se finit très bien. Admettons que ça soit ça. Eh bien, j'ai mes 10 €. Je vais peut-être considérer qu'ils seront mieux dépensés, ils exprimeront plus de valeur sur une bouteille de vin que sur un bouquet de fleurs qui est pourtant 2 € moins cher. Vous voyez bien la différence entre le prix et la valeur. Et donc, c'est ça l'idée aujourd'hui qui drive la consommation, c'est comment je donne le plus de valeur aux euros que je dépense. Parce que comme je sais que j'ai qu'une fois 10 € à dépenser, parce que mon problème, c'est ma ressource qui ne croît plus, mon fameux pouvoir d'achat, alors je veux optimiser à chaque fois que je consomme la valeur de mes euros. Et donc, c'est ça la clé absolue de la consommation aujourd'hui et qui impose, qui implique que tous ceux qui cherchent à prendre mon pognon, tous les commerçants, tous les producteurs, m'apportent le maximum de réassurance
parce que ce sont les réassurances que je vais recevoir qui vont donner ou non de la valeur à l'offre. Et parmi ces réassurances, et vous allez voir comment je vais reboucler sur cette idée de guerre des prix et de compétition entre acteurs, il y a notamment la quête des spécialistes. Quand vous allez vers un spécialiste, vous donnez plus de valeur aux euros que vous dépensez, précisément parce qu'il est spécialiste, parce qu'il est légitime, parce qu'il vous apporte quelque chose que le généraliste n'apportera pas. Prenons un exemple. Vous êtes sur le parking de l'hypermarché Carrefour. Il y a l'hypermarché Carrefour. Juste à côté, il y a un magasin Grand Frais. Je pense que vous connaissez tous Grand Frais. Les deux vendent des pommes golden. Dans mon exemple, on va imaginer que les deux vendent des pommes golden, tous les deux à 1 euro le kilo. Question toute bête, lequel des deux, de Carrefour et de Grand Frais, va m'apporter le plus de valeur en me demandant 1 euro le kilo pour des pommes golden? Bien évidemment, vous avez la réponse. Celui qui va m'apporter le plus de valeur, ça sera Grand Frais, parce qu'il est spécialiste à mes yeux. Et donc, ce besoin de réassurance, cette quête de réassurance, qui est une façon très directe de favoriser les propositions commerciales qui sont portées par des spécialistes, au détriment des généralistes, ça produit ce que j'appelle une fragmentation de la consommation et donc, par ricochet, une fragmentation des circuits de distribution. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez se multiplier tout un tas de formes de vente, parfois extrêmement ciblées, extrêmement précises, mais parce que pour une partie de la clientèle, elles vont apporter une telle valeur supplémentaire qu'elles vont pouvoir porter un prix supplémentaire. Et donc, elles vont se faire une place, même petite, sur le marché. Et donc, si je le mets maintenant en chiffres, je vous ai mis, pour vous illustrer ce phénomène de la fragmentation et surtout de la moindre légitimité des généralistes par opposition à la surlégitimité des spécialistes. Vous avez l'évolution des ventes alimentaires sur 2 ans. Pourquoi 2 ans? Évidemment, pour lisser l'effet pandémie et pour qu'on ne compare pas à 2020, mais à l'année d'avant. Comme ça, il n'y a pas de biais conjoncturel. Les GSA, donc les grandes surfaces alimentaires, sur ces 2 années-là, ont vu leur vente alimentaire progresser de 5%. Très bien, c'est positif, mais c'est essentiellement dû au transfert de la consommation pour une part de hors domicile vers à domicile, puisque ça, on n'en est pas sorti. Mais par contre, dans le même temps, regardez le niveau d'évolution de quelques exemples de circuits plus spécialisés. Alors, ce qu'on appelle les multifrais, c'est Grand Frais. Action, je pense que vous connaissez, c'est l'incarnation de ces nouvelles solderies, de ces nouveaux bazars. Les freezer centers, c'est des gens comme Picard ou Thirier. Et les artisans, ben, c'est tous les artisans, bouchers, primeurs, etc., etc. Bref, regardez le delta d'évolution qu'il y a entre les spécialistes qui progressent tous entre 30 et 40%, pour faire simple, et la distribution classique qui progresse de 5%. Ben, voyez, ce que je vous évoque comme étant la fragmentation, eh bien là, vous l'avez résumé en un seul graphique. Ça veut donc dire en réalité que chaque jour qui passe, le circuit dominant, qui s'appelle la grande distribution, qui est toujours le circuit dominant, et de très très loin, ben, ça n'empêche qu'il s'affaiblit petit à petit, très lentement, mais très sûrement, par l'émergence autour de lui de tout un tas de petits circuits qui sont parfois plus gros avec le temps, mais qui restent toujours plus petits que la grande distribution. L'image que vous devez avoir en tête, c'est celle d'une montagne qui subirait l'érosion. La montagne, quand elle subit l'érosion, elle reste toujours plus haute que la plaine. Sauf que l'érosion fait que chaque jour qui passe, il y a des petits cailloux qui tombent de la montagne. Et donc la montagne, mécaniquement, elle est de moins en moins grosse. Et comme l'appétit de la dite montagne, qui est ici représenté par les grands distributeurs, ne cesse pas, ça veut dire qu'ils ont chaque jour à se partager un gâteau qui ne grossit plus ou qui grossit moins que le reste. Donc forcément, ils se tirent la bourre. Et ça aussi, vous voyez, ce besoin de réassurance qu'ont les consommateurs, ça participe à éloigner les consommateurs petit à petit, très lentement, mais très sûrement de la grande distribution pour aller vers les circuits spécialisés. Donc, ça incite les distributeurs à encore plus se tirer la bourre pour être moins victimes que les autres de cette fragmentation de la consommation. Donc, ce que je voulais vous faire toucher du doigt, c'est qu'il y a des raisons objectives, ce qui ne veut pas dire que je sois un guerrier furieux par principe, pas du tout. Moi, je suis ni pour ni contre la guerre des prix, mais je suis surtout contre ce qui explique qu'elle doit s'arrêter, mais plus par croyance que par analyse de la situation. Moi, je vois très bien les dégâts que produit la guerre des prix, la dévalorisation, par moments des destructions d'emplois ou de filières, il n'y a aucun souci.
Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a fait? Surtout là, ici, on va se retrouver en tant qu'ingénieur ou élève ingénieur, on a un peu quand même l'obligation morale d'être cartésien à l'analyse. Et donc, l'analyse et le fait d'être cartésien à l'analyse conduit à dire aujourd'hui qu'il y a des raisons objectives à la guerre des prix et que si je dois vous dire à l'inverse comment la guerre des prix pourra s'arrêter, eh bien, elle ne s'arrêtera, comme toutes les guerres, que parce qu'il y aura trois conditions qui auront été remplies. Une guerre, ça ne s'arrête pas parce que des casques bleus arrivent et disent « Ouh, les garçons, on arrête la guerre ». Ça fait quelques décennies que l'ONU essaye et globalement, je pense que vous devez acter comme moi l'idée que ça fonctionne pas bien. Qu'est-ce qui fait qu'une guerre des prix s'arrête? Soit parce qu'il n'y a plus de raison de faire la guerre, soit parce qu'il n'y a plus de munitions pour faire la guerre, soit parce qu'il n'y a plus de combattants pour faire la guerre. Ce sont les trois conditions sine qua non pour qu'une guerre s'arrête. Plus de raison de la faire, plus de munitions pour la mener ou plus de combattants pour la mener. Et que je sache aujourd'hui, quand j'applique ce raisonnement au marché de la grande conso, il y a toujours des raisons de faire cette guerre. Je pense que je vous en ai parlé de quelques-unes et qui me semblent être incontestables. Il y a manifestement encore des munitions parce que chaque année qui passe, les distributeurs arrivent, alors peut-être en les faisant souffrir, mais arrivent à prendre de l'argent dans la poche de leurs fournisseurs pour le transférer dans la poche des consommateurs, puisque c'est quand même comme ça que ça se passe. Et puis, il y a encore suffisamment de combattants, puisqu'il y a encore assez d'acteurs. Que je sache, les défaillances strictement liées à ce sujet-là, soit sont très rares, soit n'existent même pas. Et qu'en général, quand il y a des défaillances, c'est pour d'autres raisons que celles-ci. Voilà pourquoi, de mon point de vue, la guerre des prix n'est pas prête de s'arrêter. Et j'ai essayé de tenir en 22 minutes, Mathieu, pour qu'il nous reste un petit peu de temps pour discuter. Je suis à vous. Je ne t'entends pas. On ne t'entend pas, Mathieu. Oui, vous m'entendez, j'espère. Il y avait encore une fois un tout petit bug. Merci beaucoup, Olivier. C'était passionnant. Je pense que tout le monde a pu voir, d'une part, ta connaissance du sujet que l'on connaissait aussi déjà, mais et aussi matière à réfléchir. Alors, je vais quand même te poser une question qui a été soulevée pendant ton intervention sur le chat. C'est l'influence que peut avoir aujourd'hui l'inflation sur tout ton discours et tout ce que tu nous dis. Est-ce que c'est une caisse de résonance supplémentaire? Est-ce que tu vois des conséquences particulières pour l'avenir à ça? Alors, j'ai volontairement pas mis le sujet de l'inflation dans cette petite démonstration-là. Bon, d'abord parce que le temps était compté, mais aussi parce que l'inflation, au moins sur ce qu'on en voit dans l'immédiat, est un phénomène conjoncturel. Ce que je vous évoque par ailleurs sont des raisons structurelles. Donc, je ne mélange pas les échelles de temps pour expliquer un phénomène. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas se superposer. Bien évidemment, ça va se superposer parce que quand vous allez avoir une tension sur les prix, notamment de produits courants. Je vous rappelle quand même, pour l'avoir publié, que des produits comme les coquillettes à marque de distributeur, de Leclerc, d'Intermarché, de Carrefour, de Système U, qui ont pris 60% en 2 mois, je redis bien, pour ceux qui ne suivent pas bien le truc, les coquillettes MDD, Carrefour, Leclerc, Auchan, tout ce que vous voulez, elles ont pris 60% en 2 mois. Bon, quand vous avez ce niveau d'inflation-là, la réaction du consommateur, c'est ce qu'on appelle du trading down. Ça veut dire je vais descendre d'un cran. Celui qui a acheté des marques nationales, il va acheter des MDD. Celui qui a acheté des MDD, il va acheter des premiers prix. Et en gros, tout le monde va faire encore plus attention au prix. Donc, de manière conjoncturelle, le temps qu'on s'habitue aussi à cette inflation et à ces nouveaux prix, bien sûr que ça va être encore un élément supplémentaire pour cette fameuse guerre des prix. Pourquoi Leclerc fait sa baguette à 29 centimes au moment où on sent bien qu'on est sur la rampe de lancement de l'inflation? Parce qu'il a besoin, lui comme les autres, d'envoyer des signaux d'assurance aux consommateurs qui s'occupent bien des prix. Donc, on est toujours à ce niveau-là, c'est-à-dire on a besoin de travailler son image prix pour rassurer le consommateur sur la valeur de ses offres. Et en période d'inflation, ce besoin-là, il va croître encore plus. Ok, merci beaucoup. Et peut-être une dernière question. Est-ce que par rapport à cette évolution donc, qui fait en sorte que quand même les distributeurs ont encore beaucoup de pouvoir par rapport aux producteurs, est-ce que tu vois dans l'environnement que tu observes
des initiatives intéressantes de producteurs qui continuent à s'organiser ou qui sont relativement innovants pour se différencier, pour tirer leur épingle du jeu. Alors, moi déjà, je n'accepte pas l'idée, telle que tu l'as formulée, de considérer que le distributeur, il a du pouvoir sur les producteurs. C'est juste oublier qui est le véritable chef. Le chef, c'est qui? C'est pas Carrefour, hein. Le consommateur, Eh peut-être. ben oui, mais c'est le consommateur. On va prendre un exemple. Quand les consommateurs vont chaque année de plus en plus chez Lidl, qui est la success story commerciale depuis 10 ans, qu'est-ce qu'il envoie comme message à tous les autres, le consommateur? Et faites gaffe au prix, hein. Qui a le pouvoir à ce moment-là? Il faut arrêter avec cette idée-là à la con qu'il y aurait un grand distributeur méchant qui oppresserait les producteurs. Je ne conteste pas la manière dont la relation est déséquilibrée entre les deux. Ça, je n'ai pas de souci. J'ai l'air bête, mais je me soigne. Mais je contesterai la notion de pouvoir. Le pouvoir ultime, il est où? Il est chez le client. Si on n'allait pas comme des veaux chez Lidl de plus en plus, comme les Français le font depuis 10 ans, et je ne porte pas de jugement de valeur parce que tout le monde le fait comme il le veut, ce n'est pas le sujet, mais c'est ça le message qu'on envoie. Faites gaffe au prix, les gars, parce que sinon, je vais ailleurs. Pour vous donner une autre idée, la part de marché de Lidl, en général aujourd'hui, total alimentaire, c'est 6% et demi. Bon, c'est déjà beaucoup comparé à ce qu'il était il y a 5-6 ans, puisque c'était 2 points de moins. Mais la part de marché de Lidl en fruits et légumes, c'est 11%. C'est pas loin de 2 fois plus de sa part de marché. Qu'est-ce qu'il dit aux autres? Eh les gars, sur les fruits et légumes, faites gaffe, hein, parce que je vais tous vous niquer. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, arrêtons avec cette idée-là. Le vrai pouvoir, il est dans les mains de celui qui est le décideur ultime de la chaîne de valeur de la conso. C'est par principe le consommateur. Merci. Quelle est la solution? Parce que je vois une question là-dessus. La solution, c'est le rééquilibrage du rapport de force. Il y a un exemple en matière agri, et il y a beaucoup de pur panés qui bossent là-dedans, qui est super intéressant à regarder, à analyser, à comprendre, c'est Pink Lady sur les pommes. Vous allez dans n'importe quel rayon fruits et légumes de France, la Pink Lady, c'est la pomme la plus chère. Alors, je dis dans n'importe lequel, admettons, dans 95% des cas, l'observation sera juste. Pourquoi c'est la pomme la plus chère? Parce que le distributeur a décidé que c'est la plus chère? Ben non, lui, il cherche à vendre le moins cher possible tout le temps. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on leur reproche. Donc, si c'est la plus chère, c'est parce que c'est aussi celle qui l'achète le plus cher. Et pourquoi l'achète-t-il le plus cher? Ben parce que la filière, elle est un brin plus organisée que la moyenne. Ça veut dire que n'importe qui ne peut pas produire et vendre de la Pink Lady. Et accessoirement, les volumes produits, ils sont aussi maîtrisés pour qu'il n'y ait pas besoin de dégager. Quand vous avez de la côte de porc à 1,69 €, pourquoi y en a-t-il? Ben parce qu'en janvier, tous les ans, il y a besoin de dégager des volumes en porc. Et quel est l'outil tactique sur les marchés pour assurer ou non du dégagement? C'est le prix et c'est le cours. Donc la seule voie de salut qu'il y a, c'est l'organisation. Il n'y a pas d'autre solution quand vous avez des milliers de metteurs en marché d'un côté et que vous avez une poignée de centrales d'achat de l'autre. De toute façon, la seule voie, c'est l'organisation. Olivier, un grand merci de la part de l'association et je crois, de tous les pur panais qui étaient en direct avec nous, mais aussi ceux qui vont profiter de ton intervention. On fera en sorte qu'il y ait des suites. L'idée, c'est que ces rendez-vous permettent des mises en contact. Et encore bravo à toi, merci et à très vite. Du coup, je termine pour vous libérer, puisqu'on a décidé que c'était un format court, on essaye de le respecter, en vous disant que surtout, n'oubliez pas d'en parler d'abord à tous vos collègues pur-panais, voire au-delà. Et vous pouvez nous retrouver donc le 17 mars à 18 h avec l'intervention d'Étienne Gavanier qui gère l'entreprise de torréfaction Di Costanzo, pas très loin de Toulouse, dans le Gers. Et ensuite, chaque mois, en avril, Jérémy Recky va nous parler de l'organisation des décisions au sein de l'Europe. On aura ensuite Pierre Géraud Libra, qui est le fondateur du Drive to Nu à Toulouse. Et ensuite, on parlera du label rouge Charolais en mai. Voilà. Je n'ai pas fait dans le bon ordre, mais ce n'est pas grave. Vous allez vous y retrouver, puis on va communiquer d'ici là. Donc, faisons en sorte tous ensemble que ce rendez-vous rapproche les pur panais et qu'on puisse valoriser ensemble, je crois, tous les talents et toute l'énergie qui peut voir le jour avec ça. Moi, je crois qu'on a beaucoup à échanger, beaucoup à travailler ensemble et c'est l'occasion de rapprocher aussi les anciens et les pur panais qui sont en cours de formation. Merci, à très vite et au revoir. Et merci encore, Olivier.